taxaw sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaati politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Un monde inquiet face à des questions qui préoccupent. Pour en parler ce dimanche, notre invité, Maître Tall Abdoulaye, bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir à Objection et merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Bonjour Baye Omar, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accordé cette tribune pour pouvoir discuter de questions importantes envers le peuple sénégalais. Mais me permettrai, Baye Omar, de présenter mes condoléances à votre radio, à votre groupe. Merci. Et prier pour le repos éternel de notre ami commun, Nicolas Diop, qui a eu à m'inviter à 2 reprises dans ce studio à l'occasion de l'émission d'Ekili. Et me permettrai de présenter mes condoléances à tout le groupe, au peuple sénégalais, à l'ensemble de vos auditeurs, d'ici comme d'ailleurs, comme de la diaspora, et prier pour le repos éternel de son âme. Oui, paix à son âme, Abdoulaye, dit Nicolas. Merci encore une fois. Oui, vous le savez, vous le constatez, nous allons parler de l'actualité. Vous êtes le président de la commission des lois. Oui, une commission stratégique dans le fonctionnement de notre démocratie parlementaire. Aujourd'hui, nous allons aborder 3 sujets au cœur de l'actualité et des préoccupations citoyennes. Il s'agit de la transparence budgétaire, mais également de la justice institutionnelle et l'éthique parlementaire. Alors, première question, sans plus tarder, dans la publication des rapports budgétaires, Abdoulaye Tall, de nombreux citoyens et observateurs s'inquiètent du retard récurrent dans la publication des rapports budgétaires, notamment ceux liés à l'exécution des lois de finances. Quelle en est, selon vous, la cause principale? Oui, comme vous venez de le dire, de nombreux concitoyens s'inquiètent et s'interrogent. Et c'est tout à fait normal parce que nous sommes à un moment aujourd'hui où c'est le peuple qui est en alerte, qui veille sur tout ce qui se passe sur l'espace politique, l'espace public et notamment sur la gestion des finances publiques. Baye Omar, c'est une question qui est très importante et qui vient à son heure. Et vous me permettrez de faire un petit rappel parce que le rapport trimestriel, on l'appelle rapport trimestriel d'exécution budgétaire, RTEB, est institué par la loi organique sur les lois de finances, mais également par le code, la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques, qui effectivement fait obligation au pouvoir public, en l'occurrence au gouvernement, par le biais de son ministère de l'économie et des finances, de effectivement publier, de procéder à la publication de façon trimestrielle des rapports sur l'exécution ou l'état d'exécution de notre budget. C'est-à-dire c'est des rapports d'étape. Alors, effectivement, il y a eu un retard et je pense que ce retard a été bien constaté, mais les causes ont été bien justifiées et effectivement le ministère de l'économie et des finances a eu, à travers un communiqué, d'ailleurs expliqué le pourquoi il y a eu ce retard et également avant de donner même une date, en l'occurrence le 23 juin prochain pour y revenir. Alors, sur les causes, Baye Omar, vous n'êtes pas sans savoir qu'au mois de septembre 2024, si je ne me trompe, le gouvernement a eu à faire une conférence de presse. Dans laquelle conférence de presse, effectivement, il a eu à faire des révélations sur ce qui a été découvert en termes de scandale, en termes d'irrégularité et en termes de questionnement sur la gestion des finances publiques sur la période 2019 à 2024. Et des chiffres ont été donnés par le gouvernement et il était question dans cet exercice de transparence également et de vérité envers le peuple sénégalais, de transmettre tout cela et d'attendre que la Cour des comptes puisse certifier, vérifier et mettre sur la place publique le rapport définitif. Et c'est le fameux rapport-là qui avait été pris, je pense que c'est un rapport du 17 février 2025 qui a été publié le 19 février, communément appelé le rapport de la Cour des comptes sur la gestion 2019-2023, voire 2024, c'est-à-dire à l'occasion du deuxième mandat de l'ancien président Macky Sall. À partir de ce moment, effectivement, il était question de rectifier, de rééquilibrer et également pour
ne serait-ce que se livrer à un exercice de fiabilisation des données, mais également de donner des chiffres sincères par rapport à ce qui a été fait et qu'on avait trouvé comme scandaleux. Alors, les causes sont énormes. Je vous ai parlé de ce qui a été découvert, je vous ai parlé également de l'engagement du gouvernement à se livrer à un exercice de sincérité et de fiabilité dans la gestion des finances publiques. Alors, le premier aspect devrait être justement la publication. Ce qui n'a pas été fait est constaté. Et rendez-vous est donné pour le lundi. Oui, je pense que nul n'est plus royal que le roi. Le ministère de l'économie et des finances a eu à donner le prétexte, c'est-à-dire les véritables raisons, les véritables causes qui justifient le retard ainsi constaté, ainsi relevé dans la publication. Après interpellation. Oui, et c'est tout à fait normal. Et je pense que les argumentaires ou l'argumentaire donné par le ministre de l'économie à travers son communiqué, je pense que c'est un argumentaire qui est fiable, qui est juste et qui se range derrière une exigence de conformité et de sincérité. Omar, vous me permettrez de revenir sur un certain nombre d'aspects parce que ça permettra quand même au peuple sénégalais qui nous écoute de comprendre. Parce que les services du ministère des Finances et du Budget également ont diligenté un exercice visant à déterminer avec précision, et c'est là où c'est important, le montant et la nature des dépenses extra exécutées afin de les intégrer de manière conforme dans le tableau des opérations financières de l'État. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que le FMI avait fait une mission ici pour effectivement s'asseoir autour de la table avec le gouvernement du Sénégal et essayer de voir quel a été le tableau qui a été donné, le tableau sombre qui a été donné, et du coup le FMI s'est rendu compte de tout ce que l'actuel gouvernement avait dit était vrai, que le rapport de la Cour des comptes également avait certifié. Il était question non seulement d'apporter des correctifs, mais éventuellement de situer les responsabilités. Alors, autre chose également, là c'est important, et le ministre d'ailleurs a eu à donner l'information en disant que l'État a engagé une réforme profonde en matière de gestion budgétaire. Ainsi, les dépenses extra-budgétaires des années antérieures ne seront plus reportées sur le budget des années à suivre. Parce que l'erreur que le gouvernement ou le régime passé avait commise était effectivement de reporter des engagements budgétaires, en tout cas des gestions budgétaires, à une année postérieure, c'est-à-dire année N plus 1. Je pense que ça a été relevé par la Cour des comptes, qui disait qu'effectivement c'est des irrégularités qui ont eu à amener la profondeur de ce scandale et la profondeur de ce mal, et auquel cas le gouvernement en place a l'obligation, d'après le FMI, non seulement d'apporter des correctifs, mais également de situer les responsabilités. Et jusqu'ici, je pense que nous sommes dans un bon tempo, le rythme est bon pour effectivement, demain, lorsqu'il s'est agi de donner ce rapport trimestriel aux Sénégalais, pour permettre à toutes les institutions qui doivent concourir d'avoir des éléments qui leur permettront de faire effectivement, correctement et convenablement, et je dirais légalement, leur travail. Donc il ne faut pas vexer dans la précipitation, il ne faut pas vexer dans la vitesse, il faut verser dans effectivement le réalisme, dans la légalité, mais également faire en sorte que tout ce qui sera donné ultérieurement au peuple sénégalais sera quelque chose de fiable, de vérifié, de sincère, pour permettre effectivement à ce peuple d'avoir la lumière sur tout ce qui s'est passé. Oui, et ainsi par rapport justement à la sortie du ministre des Finances, par rapport à la question attendue. En tant que président de la commission, Maître Tall, avez-vous accès régulièrement à ces rapports et sont-ils systématiquement transmis à l'Assemblée nationale dans les délais légaux? Oui, c'est vrai qu'il y a obligation de publier les rapports, mais également l'Assemblée nationale n'est pas un organe qui est passif, qui est statique, qui n'attend qu'on lui donne. Non, l'Assemblée nationale, c'est un pouvoir. Un pouvoir de par son statut. Distinct. Distinct de l'exécutif, mais également du pouvoir judiciaire, de par son statut, mais également de par ses prérogatives. L'Assemblée nationale a accès à tout ce dont elle a besoin pour effectivement faire correctement son travail. Et c'est le cas. Et tel est le cas. Alors, l'Assemblée nationale exerce un pouvoir de contrôle de l'action gouvernementale. Et d'évaluation. Et d'évaluation des politiques publiques. Il fait le suivi et l'évaluation des politiques publiques. Mais mieux encore, les députés, à travers leurs actions, à travers les actes posés jusqu'ici, je pense qu'on a eu à fatiguer le gouvernement sur des questions écrites, sur des questions orales, et même mieux. Et là aussi, je félicite l'actuel gouvernement dirigé par le Premier ministre, qui, de par son courage, de par sa transparence également, fait un exercice, je pense, attendu et qui opère d'ailleurs une rupture
au niveau de l'Assemblée nationale. Mais avez-vous accès à ces rapports? Mais bien sûr, en fait, si rapport il y a, quelques pour le anecdotes, moment, je dis, pour l'actuelle législature, on n'a pas encore accès au rapport périodique et trimestriel parce qu'on n'a pas encore reçu de rapport. Vous souvenez bien que l'Assemblée nationale, la 15e législature, a été élue le 17 novembre et installée, je pense, le 2 décembre. À la suite de cela, il y a eu le marathon budgétaire. Et ce qui est attendu d'ailleurs, et là c'est là où votre question est pertinente, c'est le rapport du 4e trimestre de 2024 et le premier trimestre de 2025. Ce sont ces deux rapports-là, d'ailleurs, contenus dans le communiqué du ministre des Finances, qui vont sortir, si Dieu nous prête vie, le 23 juin prochain, et ça permettra à tous les organes intéressés à faire chacun à ce qui le concerne son travail. En tout cas, c'est attendu. Que prévoit la loi en cas de non-publication ou de publication tardive de ces rapports? Est-ce qu'il y a-t-il des sanctions qui sont prévues? Alors, vous savez, en tant que juriste, à proprement parler, à ce que je sache, il n'y a pas de sanction. Sauf qu'il y a ce qu'on appelle une obligation de faire, une obligation de publication. Sauf qu'il n'y a pas de moyen de contraindre l'État à faire ceci ou l'autre, parce que ça, c'est un principe du droit. Le défaut ou le pouvoir de ne pas contraindre l'État à faire ce qu'il ne peut pas faire. Par contre, je pense que la seule obligation qui est contenue dans la loi relative aux lois de finances, la loi organique, ainsi que dans le code de transparence dans la gestion des finances publiques, c'est l'obligation qui est faite au pouvoir public de publier le rapport de façon trimestrielle. Alors, à proprement parler, il n'y a pas de sanction, mais il y a ce que j'appelle des moyens de pression. D'abord, premier moyen de pression, il y a l'Assemblée nationale qui peut adresser régulièrement des questions écrites, des questions orales, et essayer même de faire une enquête parlementaire sur ce qui bloque ou ce qui ne bloque pas. Deuxièmement, il y a également d'autres moyens de pression. Il y a les organisations de la société civile qui sont là, mais il y a le peuple. Il y a également les partenaires techniques et financiers qui déposent leur argent, qui donnent leur argent et qui ont le droit de regarder là où leur argent a été mis ou investi. Je crois que tout cela, c'est des moyens de pression, sauf que la responsabilité qui est là, ce n'est pas une responsabilité disciplinaire, ni politique, mais c'est une responsabilité politique. Responsabilité politique, parce qu'effectivement, c'est la signature du Sénégal qui est engagée, c'est l'image du Sénégal qui est engagée, c'est la crédibilité du Sénégal et de nos institutions qui sont engagées, raison pour laquelle, effectivement, c'est cette responsabilité politique-là qui voudrait consciencieusement pousser les pouvoirs publics, effectivement, à se conformer à la loi. Sauf si il y a un cas de force majeure qui justifie et qui explique ce retard, comme c'est le cas, et tel qu'il a été rappelé par le ministre de l'économie et des finances. Et alors, peut-on dire finalement que l'Assemblée nationale joue son rôle pleinement de contrôle budgétaire face à l'exécutif? Peut-on le dire réellement? Et de ce point de vue, un cas d'école, celui de l'affaire Azer aujourd'hui. L'Assemblée n'aurait pas dû, par exemple, ne serait-ce que ouvrir une enquête parlementaire pour éclairer l'affaire de l'Azer? Alors, une question très pertinente. L'Assemblée nationale joue pleinement son rôle, mais vous n'êtes pas sans savoir que lorsque la justice est saisie d'une question, donc l'affaire est pendante devant la justice, donc l'Assemblée nationale est dessaisie. C'est à la justice de dire tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a effectivement des responsabilités à situer et éventuellement des sanctions à infliger ou à prononcer? Donc, l'Assemblée nationale a effectivement, avant toute saisine d'une juridiction, par rapport à un cas déterminé, a cette possibilité de faire une enquête au fin d'apporter la lumière ou encore d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur une question précise. Mais si la justice est déjà saisie, ne serait-ce qu'au nom de la séparation des pouvoirs, ne serait-ce que pour éviter qu'il y ait entorse ou entrave dans cet exercice ou dans cette mission d'œuvre judiciaire, il ne faudrait pas poser un acte allant dans le sens soit d'être considéré ou en tout cas commenté ou assimilé à une sorte de pression sur la justice, mais de laisser la justice en toute tranquillité, en toute sérénité et en toute responsabilité, de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Et si je dans l'affaire, dans cette affaire que vous venez d'évoquer, on nous dit que le dossier est déjà pendant au niveau de la Cour suprême. La Cour suprême fera son travail. Je pense que le peuple est à l'écoute. Les institutions sont à l'écoute. Les organes, je pense que intéressés sur cette question sont à l'écoute. Mais également les organisations et de la société civile, les sociétés privées, ainsi que des firmes internationales qui ont eu à dire qu'effectivement des décaissements ont été faits dans un sens ou dans un autre. Tout ceci, j'ai même entendu qu'effectivement, au niveau international également, il y a eu une plainte qui a été déposée par une société étrangère qui est intéressée par cette question. Je pense que tout ceci concourt à dire que l'Assemblée nationale, maintenant, ne peut pas s'autosaisir, sauf si la justice montre ses limites ou est arrivée à un moment où la chose n'est pas éclairée.
ou clarifier, et l'Assemblée nationale entre dans le jeu pour effectivement, à travers une enquête parlementaire, vous êtes faire son travail. également un juriste doublé de casquette politique. Que vous inspire une telle affaire? Vous savez, si l'affaire a eu lieu dans notre magistère, c'est-à-dire que si le point de départ était sous notre magistère, ça pouvait effectivement interpeller. Mais on nous a dit que des opérations ont été faites. Vous savez, moi je ne veux pas, dès l'instant que le dossier est pendant devant la justice, je ne peux pas entrer dans cette ligne, mais vous me permettrez de dire qu'effectivement, ça je le dis en responsabilité et en toute liberté, je pense que c'est un dossier qu'on a hérité. Et l'actuel directeur de l'ASER, mon jeune frère Jean-Michel Sen, a eu à le dire que c'est un dossier qu'il a trouvé ici. Et lorsqu'il a ouvert ce dossier, il s'est rendu compte qu'il y a des actes qui ont été posés et qui ne sont pas du tout clairs dans sa tête, comme qui ne sont pas du tout conformes à la loi. C'est la raison pour laquelle il a eu à s'en ouvrir à sa hiérarchie, aux autorités également qui sont impliquées, de pouvoir lui permettre de faire toute la lumière sur cette question. Il y a même, je pense qu'une institution indépendante, une autorité administrative indépendante, l'ARCOP, qui a été saisie et qui a eu à poser un acte. Par la suite, l'acte a été déféré devant la Cour suprême. Et de l'autre côté également, on a eu à saisir la Cour suprême pour que la question soit élucidée. La Cour suprême, en cours de procédure, en procédure d'étape, a eu à prendre un sursis pour effectivement, le temps de statuer sur le fond, d'apporter toute la lumière. Pour vous dire quoi? Je pense que c'est un exercice de transparence et de sincérité dans lequel nous nous sommes lancés. C'est-à-dire faire en sorte que tout soit régulier, faire en sorte que tout soit transparent. Et j'en félicite les autorités concernées qui ont pris leur courage à deux mains pour effectivement que la lumière jaillisse sur cette affaire. Alors, ce que cela m'inspire est que cela ne fait que me conforter dans cette dynamique à laquelle nous nous sommes lancés, c'est-à-dire faire en sorte que la transparence puisse être le slogan de notre action et le credo de notre engagement. En attendant justement la décision de la justice dans cette affaire comme dans d'autres, aujourd'hui, peut-on dire, Maître Tall, que justement des réformes sont envisagées pour renforcer la transparence budgétaire et garantir l'accès public à des documents également? Oui, des réformes sont engagées. Et je vais vous dire, au niveau de l'Assemblée nationale, d'abord, on est en train de faire ce qu'on appelle le toilettage de tout ce qu'on a trouvé ici. Vous savez qu'il y a eu un débat qui était élevé du temps de l'Ancien Régime par rapport à des falsifications qui ont été faites sur le règlement intérieur. Ça, les Sénégalais le savent. Alors, lorsqu'on est arrivé à l'Assemblée nationale... On attend que les responsabilités soient situées aussi. Oui, je pense qu'il y a même une procédure qui est pendante et qui est devant le procureur par rapport à cette falsification du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et qui a poussé l'Ancien Régime même à poser des actes qui n'entraient pas dans le cadre des compétences de l'Assemblée nationale sur ce règlement intérieur. Alors, une enquête est pendante, je ne vais pas me prononcer sur ça, mais ce qui est important est qu'effectivement, cette posture de l'actuelle Assemblée nationale, de l'actuelle législature, a non seulement faire un audit, il y a un audit interne qui est déjà fait sur l'administration et un audit financier. Nous sommes en train d'attendre les rapports. Il y a également ce qu'on appelle un comité de révision du règlement intérieur pour faire effectivement engager toutes les réformes pour donner de l'Assemblée nationale son image d'antan, faire de cette Assemblée nationale une véritable institution du pays et non un instrument de validation ou d'invalidation des vœux ou des desiderata d'un exécutif. L'Assemblée nationale assumera pleinement son rôle de pouvoir, de contre-pouvoir, mais également d'institution de contrôle et de suivi et évaluation des politiques publiques. Alors, d'autres réformes sont engagées. Je vous ai parlé du règlement intérieur, je vous ai parlé du règlement administratif et financier, mais également, on a institué même, et pour la première fois d'ailleurs, le comité de suivi et évaluation des politiques publiques, qui est dirigé d'ailleurs par notre collègue honorable député Mohamed Sall, qui est en train de faire un excellent travail par rapport à la préparation. C'est un état embryonnaire ou de projet et tout, mais on va vers, effectivement, en attendant que effectivement, le règlement intérieur soit voté, et je vous donne l'information d'ailleurs. Parce que le comité a fait son travail, on a fait une retraite au niveau de Sali pour effectivement, pendant 3 jours, 4 jours, travailler sur l'ensemble des articles et éventuellement ce qu'on doit renforcer. Et ça a été validé.
La commission des lois est saisie. J'ai même signé la convocation pour le mercredi 25 pour effectivement discuter ça en commission technique. Voilà, et pour le vendredi, passer en plénière pour voter. Effectivement, c'est un tout nouveau règlement intérieur qui va prendre en toutes les préoccupations de l'Assemblée nationale par rapport aux commissions techniques, par rapport aux commissions permanentes, par rapport aux commissions d'enquête parlementaire, pour effectivement faire en sorte que l'Assemblée nationale puisse constituer une institution non seulement forte, mais également dotée de pouvoir contrôler l'action gouvernementale, mais jouer un peu l'équilibre pour montrer que tout n'est pas concentré entre les mains d'un exécutif, tout n'est pas concentré entre les mains d'un judiciaire, du pouvoir judiciaire, mais que l'Assemblée nationale est là pour occuper le juste milieu, pour contrôler de part et d'autre tout ce qui se passe et tout ce qui doit être fait. Et que cela devrait commencer à l'Assemblée nationale, justement, jouer clairement son rôle, mais surtout dans la transparence et dans la cohérence également. Vous en convenez avec moi? Mais bien sûr que oui. Et puis, l'Assemblée nationale est dans cette dynamique et dans cette trajectoire. Vous savez, Baye Omar, c'est vrai qu'être député n'est pas une fin en soi, pour tout député. Mais ça peut être une posture ou un statut qui vous rejoint dans votre vie et que vous allez assumer parce qu'effectivement vous avez eu à demander les suffrages des Sénégalais pour aller les représenter dignement auprès de cet hémicycle où c'est le débat par excellence qui est l'activité principale, où effectivement c'est le débat démocratique qui est discuté, c'est les aspirations des peuples qui sont discutées. Alors l'Assemblée nationale, en tout cas pour ce qui est de cette 15e législature, s'inscrit dans cette dynamique de transparence, dans cette dynamique de faire de l'Assemblée une véritable institution de rupture, faire de l'Assemblée un véritable organe de contrôle. Et nous sommes dans cette dynamique. Vous savez, le débat, c'est le débat. L'Assemblée nationale, c'est le lieu par excellence du débat. Exact. Il y a des voix qui s'élèvent, il y a là une majorité qui est là, qui défend effectivement un certain nombre de politiques, une position. Il y a également une minorité composée d'opposants, à savoir l'opposition et ce qu'on appelle les non-inscrits. La diversité. Cette diversité démocratique est source de richesse. Mais de ce point de vue, que répondez-vous aux critiques selon lesquelles ces retards nuisent à la redevabilité de l'État et alimentent la suspicion dans la gestion des ressources? Les retards, justement, dans la publication des rapports. Oui, je pense que je vous ai dit le pourquoi, effectivement, ces rapports ne sont pas sortis à temps. Je pense que je ne fais que me conformer ou m'aligner aux justifications données par le ministère de l'économie, le ministère des Finances et du Budget. Et je pense que c'est un argumentaire qui est clair, qui est solide et qui est valable, qui peut être retenu jusqu'à preuve du contraire. Alors, il y a eu du retard, c'est parce qu'effectivement, on a trouvé un État en lambeaux, on a trouvé des finances publiques désarticulées, déséquilibrées, déréglées, à tous les niveaux de l'administration, au point que même des organisations internationales, je vous ai cité tout à l'heure le FMI, ont eu à faire le déplacement pour effectivement demander à ce qu'on leur donne beaucoup plus clair et de près tout ce qui s'est passé. Je pense qu'on n'a pas eu à faire face à autant de scandales qui portent, tenez-vous bien, Baye Omar, 4 500 milliards. On nous parle de 7 milliards de dollars ou 7 milliards d'euros. Plus de 4 500 milliards de dettes cachées que la Cour des comptes a certifié, qui n'était pas dans ce qui a été lors du passation de service, ce qui a été dit au gouvernement. Mais ce n'est pas encore fini. Le FMI attend encore des éclaircissements sur cette question. Raison pour laquelle, c'est-à-dire on ne peut pas tenir compte de chiffres qui concernent non seulement la gestion de jusqu'au bout, mais on ira jusqu'au bout. Mais l'essentiel est le temps presse. Le plus important est que ne pas verser dans la précipitation. On n'est pas à une course de vitesse. Parce que c'est vous qui avez tenu en haleine l'opinion. C'est vous qui avez sorti ces déclarations. Mais allez-y jusqu'au bout. Mais on ira jusqu'au bout. Et je vous dis, on ira jusqu'au bout. Aussi bien au plan financier, au plan budgétaire, au plan judiciaire, et c'est ça qui est important. Parce que le FMI a demandé à ce que les responsabilités soient situées. Et je pense que pour ce qui est... le moins qu'on peut attendre quand même de cette démarche-là. Le gouvernement est en train de faire un exercice quand même assez courageux de réduction des comptes, mais également de situer des responsables. Rappelez-vous bien qu'on a trouvé ici également le rapport de la Cour des comptes sur la gestion du fonds Force Covid. Je pense qu'il y a eu à faire des émules, qui a eu à
à capter l'attention des Sénégalais par rapport à ce qui a été fait. C'est pas encore fini. Et ce n'est pas toujours Oui, mais fini. de ce point de vue et dans la continuité par rapport à la Haute Cour de justice et la mise en accusation des responsables publics. De ce point de vue, plusieurs dossiers, Maître Tall, mettent en cause des ministres ou anciens membres du gouvernement qui restent toujours en suspens. Oui, pourquoi la Haute Cour de justice ne s'est-elle pas saisie de ces affaires? Alors, là, vous parlez à un député. Oui. Vous parlez au président de la commission des lois. C'est clair. Bien indiqué d'ailleurs. Effectivement. Oui. La Haute Cour de justice, je pense qu'à ses règles de fonctionnement, et c'est la loi de 2022-010, de 2022, sur la Haute Cour de justice, effectivement, qui nous dit que c'est l'Assemblée nationale qui vote les résolutions de mise en accusation. Vous n'êtes pas sans savoir, Omar Gueye, qu'il n'y a pas 2 mois, ou un peu plus de 2 mois, il y a eu le parquet de Dakar, dirigé par l'actuel procureur général, qui, avec à ses côtés le procureur de la République financier ainsi que le procureur de la République tribunal de grande instance hors de Dakar, fait une conférence de presse. Et dans laquelle conférence de presse, c'est eux-mêmes, ces 3 procureurs-là, qui avaient dit avoir transmis 5 dossiers concernant d'anciens ministres. 5 anciens ministres. Alors, Omar, si vous suivez bien l'actualité, ces 5 dossiers ont été traités par l'Assemblée nationale. Ces 5 anciens ministres ont été renvoyés à la suite d'une résolution de mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Ces 5 anciens ministres ont été effectivement inculpés par cette même Haute Cour de justice. Certains ont eu à bénéficier de la liberté provisoire sous contrôle judiciaire, d'autres ont eu à bénéficier du bracelet électronique, parce que c'est la loi qui le prévoit, comme d'autres sont placés sous mandat de dépôt, conformément à la loi. Alors, le temps de la justice n'est pas le temps des hommes. La justice fait son travail, fait son œuvre, va suivre le cours tout en respectant le principe de la présomption d'innocence, tout en faisant en sorte qu'effectivement qu'il y ait demain un procès équitable, qui respecte les droits de l'homme, les droits de la défense, la dignité humaine, et faire en sorte qu'effectivement la personne qui est accusée puisse être dans les conditions d'être jugée. Mais pourquoi l'Assemblée nationale ne peut pas s'autosaisir par rapport à ces dossiers et attendre justement la saisine pour se prononcer? Non, l'Assemblée nationale ne peut pas s'autosaisir pour un dossier judiciaire. Il y a une procédure. La procédure, et je vais vous la rappeler d'ailleurs, la procédure c'est quoi? C'est-à-dire que c'est le procureur de la République qui passe par le garde des Sceaux qui demande ce qu'on appelle, soit s'il s'agit d'un député, qui demande la levée de l'immunité parlementaire. Mais même on est au niveau de l'initiative. Oui, s'il s'agit d'un ministre, en fait, parlons d'abord de la procédure. Oui, mais je parle de l'initiative. L'initiative, l'Assemblée nationale n'a pas une initiative judiciaire, c'est-à-dire ne peut pas d'autorité enclencher une procédure judiciaire si ce n'est pas demandé par l'autorité judiciaire. Ah, mais là, il y a un problème peut-être de cadre juridique obsolète alors à ce niveau. Non, c'est pas un problème de cadre, c'est des règles qu'on a trouvées ici. Oui, mais je dis... C'est des procédures qui sont prévues par la loi. Oui, ne faudrait-il pas avancer quelque part à ce niveau-là quand même? Si on parle de pouvoir distinguer l'un de l'autre, l'initiative peut provenir à la fois de l'Assemblée nationale comme du judiciaire, de l'exécutif. Je vais vous rappeler un peu les prérogatives de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale peut, à la suite même d'une enquête parlementaire, faire son rapport et transmettre à l'autorité. L'autorité voit s'il y a opportunité de poursuite, s'il y a charge suffisante de nature à justifier. Ça, c'est l'autorité judiciaire. Et ça, c'est en vertu de la séparation des pouvoirs. Il ne faudrait pas que l'Assemblée nationale se transforme en une institution judiciaire ou en organe de juridiction ou d'investigation. Moi, je parle de l'initiative. Oui, l'initiative, pour ce qui est de l'Assemblée nationale, ne peut résulter que d'une procédure de mise en accusation pour les ministres et le président de la République et devant la Haute Cour de justice. Et là aussi, vous me permettrez de faire une petite précision. Je pense que c'est important. Je pense que pour les députés, c'est-à-dire, parce qu'il y a eu des cas où un député était ancien ministre et il fallait lever l'immunité parlementaire avant de poser un acte. Le fait de lever une immunité parlementaire n'est pas un acte de poursuite, contrairement à une résolution de mise en accusation qui est un acte de poursuite. Et c'est le seul cas, c'est la seule occasion où l'Assemblée nationale se substitue partiellement aux attributions du procureur pour poser un acte de poursuite. C'est déjà et mieux encore, parce qu'effectivement, c'est la règle qui a été prévue par la loi portant Haute Cour de justice. C'est la procédure qui a été poursuivie. Parce qu'on nous dit qu'un ministre, c'est une ancienne autorité politique. Un ex-ministre, c'est une ancienne autorité politique. Bon, il y en a même qui disent que la Haute Cour de justice, c'est une juridiction politique. Moi, j'y crois pas.
Je crois que c'est une juridiction judiciaire, comme toutes les autres juridictions, mais c'est une juridiction d'exception, voire une juridiction exceptionnelle. Et c'est tout à fait normal, vu sa composition, vu également les organes, comme la commission d'instruction, ainsi que, effectivement, Mais la beaucoup pensent que cette institution est devenue un outil d'archive sans efficacité. Partagez-vous cette analyse? Peut-être partiellement. Peut-être qu'effectivement, quand on institue quelque chose, et peut-être que la première fois qu'on voit une haute cour de justice fonctionner de cette façon, si vous vous rappelez bien, la seule fois que la haute cour de justice a fonctionné avant notre magistère, c'est avec l'affaire des chantiers de Thiès. Oui. Et qui concernait que deux ministres. Il y avait l'ancien premier ministre et un autre ministre, paix à son âme, de Kaolack. Alors, à part cela, la haute cour de justice n'a jamais fait d'œuvre judiciaire. Sauf pour cette fois-ci, où effectivement 5 anciens dignitaires, 5 anciens ministres sont inculpés et la commission d'instruction est en train de faire son travail. Mieux. Alors, je dis que moi, je suis légaliste, je suis avocat. Je suis pour le respect de la dignité humaine, je suis pour le respect de la présomption d'innocence. Et mieux, je suis pour le respect même d'un procès équitable. Et quand on parle de procès équitable, le droit au recours, le droit de faire appel à une décision, je pense que doit être consacré dans des dispositifs législatifs, dans des actes de procédure. Parce que tout cela rentre dans le cadre de permettre à la personne concernée de pouvoir, effectivement, si elle n'est pas satisfaite d'une décision, élever le contentieux à une juridiction supérieure ou devant également des magistrats beaucoup plus expérimentés pour demander ou espérer, effectivement, que la décision pour laquelle elle n'est pas satisfaite soit réformé, infirmé, en tout cas corrigé. Alors, le droit au recours, comme je l'avais dit d'ailleurs au moment de la CRI, qui avait effectivement opéré ce qu'on appelle un renversement de la charge, c'est la preuve, l'absence de droit au recours, des décisions qui sont rendues et pour la première fois et en dernier ressort, ça, je pense qu'il faut évoluer. Mais c'est une question de responsabilité, et la responsabilité est de volonté. Parce que, et c'est là aussi c'est important, c'est des règles qu'on a trouvées ici. Il ne faudrait pas qu'on cherche à changer les règles du jeu en cours de jeu et on nous dit que oui, c'est une justice à la solde du pouvoir politique. Non, c'est des règles qu'on a trouvées ici. Essayons de faire avec ces règles. Maintenant, si demain il s'agit d'évaluer, si demain il s'agit d'examiner ou de passer en revue tout ce qu'on a eu à dérouler ou tout ce qui s'est passé, maintenant ça nous permettra de voir quelles sont les failles, quelles sont les carences, qu'est-ce qu'il faut renforcer, ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut supprimer carrément et ce qu'il faut créer. Et là, vous êtes favorable au double degré de juridiction, par exemple. Là, c'est l'avocat qui parle. Oui, merci pour la précision. Et encore que, de ce point de vue, faut-il réformer la Haute Cour de justice pour lui donner un véritable rôle dans la lutte contre l'impunité des gouvernants? Ah oui, je pense que tout ceci rentre dans le cadre de cette dynamique de reddition des comptes également, de transparence dans la gestion des pouvoirs, de la gestion des finances publiques. Vous savez, Baye Omar, moi je dis il ne faut jamais jouer avec l'argent du contribuable sénégalais. Il ne faut jouer avec des deniers publics. Dans d'autres pays, les deniers publics sont tellement protégés que le détournement est considéré comme un crime. Et des fois, ça va jusqu'à la peine capitale. Je ne vais pas prendre comme exemple ces pays pour dire que c'est des modèles. Non. Parce que pour des histoires d'argent, aller jusqu'à prononcer la peine capitale, là, je dis que c'est trop. Mais quand même, on peut revoir ensemble, avec toutes les parties prenantes, la société civile, les acteurs judiciaires, les avocats, le barreau, l'administration en tant que telle, la Cour des comptes, les organes de contrôle, l'IGE, l'OFNAC, pour voir quelle haute cour de justice, effectivement, pour dissuader, même pour ceux qui sont en cours de magistère, qui sont en cours de mandat, ou encore qui sont en fonction, soient dissuadés. Il ne faudrait pas, Baye Omar, que la Cour de justice ne fasse son travail qu'après un régime. Il faudrait quand même que des dignitaires, même en cours de mandat, en cours de législature ou en cours de fonction, puissent répondre devant la haute cour de justice. Faire de cette haute cour de justice une juridiction permanente, une juridiction permanente comme on l'a fait d'ailleurs avec le pôle judiciaire financier. Mais tenez-vous bien, en 1981, on nous parlait de CREI. On a reparlé de CREI qu'en 2012. Mais ça, c'est un problème. Il faudrait que les institutions de contrôle, les institutions de justice, les organes judiciaires puissent permanemment travailler de nature à effectivement aller dans le sens de
de dissuader Oui. certaines personnes qui seraient tentées de poser un acte ou des actes qui sont aux antipodes de la légalité, mais également qui vont au contre-courant des intérêts du Combattre Sénégalais. l'impunité de façon permanente. Mais alors, Maître Tall, de ce point de vue, et surtout dans la même dynamique, serez-vous contre les critiques à l'interne? Le cas de Guy Marius Sagna, des pratiques sont dénoncées. À ce niveau, Guy Marius Sagna, le député, a récemment dénoncé des faits graves au sein de l'Assemblée nationale. Guy Marius Sagna a parlé de gestion opaque, abus de privilèges, conflit d'intérêts. Oui, il y a nécessité de répondre, non? Vous savez, moi je m'inscris totalement à faux. Ah oui? Oui, totalement. Mais là, vous changez de ton, là. Oui, Qu'est-ce qui se passe? Non, je dis, je m'inscris Oui. entièrement, intégralement et totalement en faux par rapport à l'accusation contre l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'est pas dans la gestion opaque. Et je vous dis, Baye Omar, si vous savez, si vous pouvez voir ce que l'Assemblée nationale même a fait sur l'actuelle législature, vous allez vous rendre compte que même du côté des députés, ils sont plongés dans une précarité indescriptible. Mais parlons des faits. Oui, je vous parle des faits établis par... Non, ce n'est pas tout Oui, établi. Non, Guy Marius Sagna. Baye Omar, Oui. c'est un discours qu'il a eu à tenir. Ah, mais avec des faits attendez. relatés. C'est un discours qu'il a eu à tenir. Des faits relatés. Même s'il prétend des faits, je vous dis que ces faits ne sont pas avérés. Ah oui? Je vous dis Oui. qu'effectivement, il n'a qu'à rapporter la preuve de tout ce qu'il dit, de tout ce qu'il a dit. Et c'est simple de dire, oui, ceci s'est passé, cela est passé, alors que vous n'avez pas rapporté la preuve. Alors, parlons de ce qu'il a dit. Oui. Et c'est là où c'est important. Allons-y. On nous a dit, oui, tu as parlé de véhicules. D'achat de véhicules. Non, lui-même, il ne dit pas qu'il n'est pas contre. Il dit qu'il n'est pas contre les véhicules, mais il a parlé d'absence de concertation. Oui. Écoutez, Baye Omar, ça je le dis sur la foi de mon serment. Il y a eu concertation. Ça a été discuté même au sein du groupe parlementaire qui est majoritaire. Des voix se sont élevées. C'est vrai que la majorité l'a emporté, mais parmi ces députés, même de cette majorité, il y en avait qui voulaient qu'effectivement que les véhicules ne soient pas achetés. Qu'on maintenait. Et là aussi, je fais le petit rappel, on a trouvé une indemnité que je considère comme un droit acquis de 900 000 francs par ce député et par mois. Là, on l'a trouvé. Mais vous n'avez pas... Le député dont vous parlez, oui. Le député dont vous parlez a eu à bénéficier de cette indemnité pendant 2 ans, lors de la 14e législature. Il peut être contre et tout en bénéficiant. Non, parce écoutez, que la règle de la majorité, vous l'avez même dit. Oui. Non, je vous parle de la 14e législature. Oui. Moi, en ce moment, je n'étais pas député. Lui, il était député. Il percevait, parce qu'on a trouvé une pratique comme quoi, que chaque législature, l'Assemblée nationale achète des véhicules pour le compte, effectivement, des députés élus, nouvellement élus. C'est vrai, dans chaque législature, il y en a qui reviennent, il y en a d'autres qui viennent pour la première fois. Alors, lui, il vient pour la première fois. Il a trouvé que l'Assemblée nationale a décidé de ne pas acheter des véhicules. C'est vrai que c'était pour des raisons purement politiciennes, parce qu'on a trouvé une opposition qui a 80 députés, un pouvoir qui a 82 députés, et il y avait quelques députés qui flottaient. Il fallait même pour le pouvoir de faire un exercice de pêcher un député pour avoir 83 et avoir la majorité absolue. Tout cela, on était là, on est témoins. Alors, je dis, en ce moment précis, effectivement, l'Assemblée nationale a dégagé un budget pour donner à chaque député, en lieu et place des véhicules, un montant de 900 000 francs, et par député et par mois. Mais tous les députés, si la personne qui concerne était pour la rationalisation, c'est un montant qui n'est pas dit. S'il disait qu'il n'avait pas droit à ce véhicule, il ne devrait pas prendre ce véhicule. Donc, en contrepartie, il ne devrait pas prendre l'indemnité qui vient remplacer ce véhicule. C'est la même chose, parce qu'il y a eu des députés, et c'est là où je vais terminer, il y a eu des députés qui, de par cette indemnité, ont eu à faire des prêts au niveau des banques pour avoir des véhicules. Il a eu à prendre pendant 2 ans. Mais mieux encore, on a été installé le 2 décembre. Le 31 décembre, cette indemnité a été faite. Et c'était la seule fois, d'ailleurs, que l'actuelle législature a payé cette indemnité. Lui, il l'a pris. Il n'a qu'à nous dire le pourquoi il n'a pas retourné cette indemnité. Après l'avoir pris pendant 2 ans, il ne retourne pas. Mais il parle de pratiques. Il n'y a pas que lui. Il parle de pratiques qui sont des pratiques qui ne sont pas conformes à la doctrine du Djoubal-Djoubanti. Non, c'est ce qu'il dit. Je suis désolé. Oui. Je suis vraiment désolé. Oui. Mais je dis, j'étais sur les véhicules. Je vous donne un autre exemple. On a parlé d'avances lors de la Tabaski de 300 000 francs. Les offres.
Non, ce ne sont pas des offres. Oui. Écoutez, raison pour laquelle je dis, il faut pas vexer dans la délation pour parler ou dans la dénonciation sans pour autant rapporter des preuves. Il n'y a pas de cadeau qu'on a donné, il n'y a pas d'offre qu'on a donné, il n'y a absolument rien de tout cela. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. Il était question pour certains députés, non seulement qui habitent loin, qui étaient dans des difficultés de préparation de cette affaire, parce qu'un député, c'est un acteur politique qui est sollicité au niveau de sa base, qui est socialement sollicité. Alors, des députés ont dit, vu que la Tabaski devrait être célébrée le 7 du mois de juin, ont émis le vœu d'être appuyé. Et l'Assemblée nationale, par le biais de son président, a dit qu'effectivement, il n'y a pas de budget prévu pour ça. Même si l'Assemblée nationale, le président dispose d'un fonds, effectivement, pour des fois venir en aide certains qui sont dans le besoin, qui le sollicitent, mais il n'y a pas de fonds. Raison pour laquelle tout député, et s'il fait une demande, peut demander qu'on lui fait une avance sur salaire. Et l'avance ne peut pas dépasser 300 000 francs. Oui. C'est ce qui a été dit. Pour preuve, moi, je n'ai pas fait cette demande, je n'ai pas reçu les 300 000 francs. D'autres n'ont pas fait cette demande. Pas plus tard, j'ai discuté avec un collègue député. Lui-même, il nous dit que c'est à partir du discours de ce député-là qui a eu à dénoncer, Guy Marius Sagna, qu'il a su qu'effectivement, il y avait eu cette possibilité lors de la Tabaski de faire cette demande. Pour vous dire, il ne faut pas qu'on verse dans le populisme ou verser dans, dans la dénonciation inutile ou futile ou superfétatoire. Je dis, c'est une question tellement sérieuse et il ne faudrait pas inventer des discours comme ça pour essayer de ternir l'image d'une législature qui est en train de faire des sacrifices. Et je dis des sacrifices en vivant même une précarité indescriptible. Je vous dis, les députés actuellement sont très fatigués. Oui, mais maître, très fatigués, trop même. Ils ne sont pas les seuls dans ce pays. Oui, alors vrai. Pourquoi ne pas saisir, ne pas s'autosaisir? Je parle de votre commission de loi. Peut-elle s'autosaisir pour initier une enquête parlementaire interne sur ces faits établis? Moi, j'ai dit que ces faits ne sont pas du tout établis. Oui, mais pourquoi ne pas justement saisir cette commission pour mener l'enquête? Non, je dis peut-être que le groupe parlementaire va bientôt se réunir et effectivement, ce sera sanctionné d'un communiqué pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Moi, je vous dis en l'état que cette affirmation n'est pas du tout avérée. C'est ce qui est important. Dès l'instant que ce n'est pas avéré, est-ce qu'il y a lieu d'enquêter davantage? Ou sinon, mais l'Assemblée nationale est libre. Mais il n'est pas n'importe qui pour en parler. J'ai dit, il n'a qu'à rapporter la preuve. Avec tout le respect que je lui dois, Guy Marius Sagna est un frère, est un ami. Mais cette fois-ci, je ne suis pas d'accord avec lui parce que moi-même qui vous parle, je n'ai pas pu bénéficier de ce qu'il a dit. Je n'ai pas vu de gestion opaque. Ce que j'ai vu, moi, et que moi, en tant que président de la commission des lois, mais on m'a privé une indemnité de 500 000 que tous les anciens présidents de commission ont eu à percevoir, tous les anciens présidents de commission. Demandez à ces 15 actuels présidents de commission. Omar, ont eu à recevoir pourquoi? Je dis, pour chaque commission, il y avait un budget de 500 000 francs qu'on donnait au président de commission pour lui permettre de faire des activités dans cette commission. Cela veut dire quoi? Il peut lui arriver, en tant que président de commission, doté d'un bureau, doté d'une assistante, effectivement, de recevoir des représentants d'organismes. Des initiatives de loi. Oui, on est bien passé pour ça. Non, je vous parle même des délégations qu'on reçoit, qu'on accueille, et des fois de faire même des sorties, voir des ministères et acheter du carburant avec, payer le déplacement pour certains, ça se comprend. Ça, c'est ce qu'on appelle un budget de fonctionnement. Et pourtant, c'est un montant qu'on donnait chaque fin du mois pour les régimes précédents, pour les législatures précédentes, chaque fin du mois au président de commission permanente. Mais lorsque El Malick Ndiaye est venu, on a supprimé ça. Et c'est 500 000 francs. Mais, Omar, tenez-vous bien. Un député qui vient, qui reçoit pour un seul mois 900 000 francs d'indemnité de véhicule, 500 000 francs de budget de fonctionnement, et qui, le mois suivant, se voit privé de tous ces montants. Est-ce qu'on ne l'a pas plongé dans la précarité? Est-ce qu'il n'y aura pas un effet de critique? C'est là où c'est important. Oui, mais c'est le contexte aussi. C'est le contexte. Raison pour laquelle, effectivement, il n'y a pas eu de partage ou de gâteaux ou des offres ou des cadeaux. Ça n'existe pas. Alors, on est allé même jusqu'à dire, oui, lors du mois de Ramadan ou de la Korité, il y a eu des soukor qu'on avait donnés. Ce qui est archi faux. Là aussi, vous me permettrez de faire même de trahir même quelque chose qui s'est passé à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, il y a eu 2 paquets de dates qu'on donnait à chaque député. Et vous savez d'où venaient ces paquets de dates? C'est l'ambassade du royaume des Émirats de l'Arabie Saoudite qui avait fait ce don
au Parlement, et je parle du Parlement, je ne parle même pas des députés, c'est 2 paquets de dates par député et qu'on a donné aux députés et à l'administration en tant que telle, c'est-à-dire à tout le personnel de l'administration. Par la suite, il y a un budget qui est donné à chaque groupe parlementaire, Takku Wallu à son budget en tant que groupe parlementaire. Le Pastef les Patriotes à son budget de fonctionnement pour le groupe, je parle du groupe. Il y a également les non-inscrits qui reçoivent mensuellement des montants pour permettre à chaque groupe de pouvoir se réunir et fonctionner. Alors, ça, personne ne peut le remettre en cause et les montants sont dégagés par rapport à la taille de chaque groupe, à la représentation de chaque groupe. Mais ça, c'est des pratiques aussi qu'il faille expliquer. Mais écoutez, vous savez... Parce que la distribution se fait comment? Non, il n'y a pas de distribution. Il n'y a pas de distribution. Ah, mais... Il arrive, non, attendez. Oui. Il arrive qu'effectivement, le groupe sente le besoin d'organiser un atelier pour effectivement de renforcement de capacité. Écoutez, renforcement de capacité. De quel atelier? Non, ça dépend. Non, oui, ça ne concerne que le groupe. C'est pas des moyens aussi. Oui. Il peut arriver qu'effectivement, pour ce montant-là, des députés qui sont malades, qui ont perdu des proches, qui demandent à être soutenus, ou demandent à être aidés, pour une tâche ponctuelle et bien déterminée, effectivement, fasse la demande, effectivement, socialement, le président du groupe statue, voit la demande et essaie de... Mais lui, c'est pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit, il parle de pratique. Moi, je vous dis, peut-être qu'il parle d'anciennes pratiques concernant les anciennes... Et qui continue. Je vous parle de cette les pratiques ne datent pas maintenant, mais continuent. Moi, Maître Abdoulaye Tall, président de la commission des lois, député à part entière de cette 15e législature, je ne suis pas au courant d'actes ou de faits ou d'informations allant dans le sens de perpétuer une pratique nébuleuse opaque par rapport à la gestion du budget de l'Assemblée nationale. Oui, mais avez-vous l'impression, quelque part, Abdoulaye Tall, ou existe-t-il des mécanismes internes d'autocontrôle, d'éthique ou de discipline pour réguler les comportements des députés? Est-ce qu'il existe un mécanisme? Alors, pour ce qui est de l'argent, pour ce qui est du budget, il y a ce qu'on a une commission de contrôle et de comptabilité qui veille régulièrement sur les dépenses exécutées. Et d'éthique? Effectivement. Non, pour d'éthique, je ne suis pas au courant effectivement de l'existence d'institutions ou d'éthique. Par contre, chaque député est responsable de son État, est responsable de sa personne et de ses responsabilités. Attendez, la liberté qu'on donne aux députés, élu au suffrage universel, au même titre que le président de la République, n'est pas donné à une autre personne sur toute l'étendue du territoire. Il n'est pas donné à raison de plus. Raison pour laquelle le député a sa responsabilité personnelle et sa conscience personnelle. On lui donne des libertés jusqu'à adresser des questions écrites au gouvernement. Donc, il y a cette autocritique, cette déontologie qu'il peut lui-même évaluer. Là aussi, c'est important. C'est une question de responsabilité personnelle. Comme tout autre député a la possibilité, s'il se rend compte de faits ou d'événements, ou en tout cas d'informations, dans le sens de décrédibiliser l'Assemblée nationale, ou dans le sens d'informer le comportement des députés dans un sens ou dans un autre, peut dénoncer publiquement, comme il peut écrire à l'Assemblée nationale pour qu'effectivement... C'est le cas. C'est une question de responsabilité. C'est le cas. Oui, je dis, il y a la dénonciation. En quoi ça peut émouvoir? Ça n'aime pas. Ce qui est important, c'est que quand on accuse, qu'on rapporte la preuve de cette accusation, vous savez, parler, j'ai même entendu quelqu'un dire, écoutez, je ne peux pas me fier à ces déclarations parce qu'effectivement, peut-être que cette personne a tellement habitué les gens à ce genre de déclarations. Je dis, pour tout le respect que je lui dois, je parle de... Mais reconnaissez-lui quand même ce devoir de rendre compte qu'il n'est pas une première. Je lui reconnais et cette liberté. Je lui reconnais ce devoir. Et je dis. Et pensez-vous que... Et je dis, c'est une bonne nouvelle pour moi. C'est une bonne nouvelle. Justement. Pour ne serait-ce que pousser les autres députés. S'ils étaient tentés par un autre comportement, de rectifier le tir. Et même d'ouvrir une enquête à l'interne pour vérifier la véracité. Non, pour moi, je te donne déjà ma position. Je dis, je ne suis ni... Mais qui ne relève pas d'enquête. C'est juste une opinion contre une opinion. Vous savez, si à chaque fois on doit ouvrir une enquête par rapport c'est pas n'importe qui a parlé quand même. Équilibration de ou à une gesticulation de députés, dans ce cas, mais reconnaissez qu'il ne s'agit pas d'une gesticulation. Ou peut-être mais reconnaissez qu'il ne s'agit pas d'une gesticulation, maître. Non, je dis, je n'aurais même pas l'intention ou la prétention de juger les propos, mais je dis, en ce qui me concerne, et ça c'est une responsabilité personnelle que j'assume sur toute la ligne, il n'y a pas, en tout cas à chacun se sache, peut-être que lui il a des informations que je n'ai pas. Peut-être, je dis, peut-être que lui il a des informations que je n'ai pas. Moi personnellement, vu la position que je suis, et je le dis en toute humilité et en toute responsabilité, la commission des lois, ce n'est pas une petite commission au niveau de l'Assemblée nationale.
je suis à même de détenir ou de savoir ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Il n'arrive pas un mois où le président de l'Assemblée nationale ne me convoque pas à une audience ou à une réunion qui engage l'Assemblée nationale. Pour vous dire que je connais un peu ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Oui. Maintenant, moi, je vous dis que je ne vois pas de gestion époque. Maintenant, s'il a des informations que nous n'avons pas, mais il n'a qu'à écrire une demande d'enquête parlementaire par rapport à ce qui se passe. Et l'Assemblée nationale avisera. Pourquoi vous ne prenez pas l'initiative? Moi, surtout en tant que président de commission. Vous savez, j'ai une initiative, ce dont j'assume. Oui. C'est lui qui a fait la révélation. Moi, je n'ai pas d'information. Pourquoi prendre une initiative par rapport à quelque chose pour laquelle vous n'avez aucune information? Aucune information sur la véracité même des accusations. Mais vous êtes informé? Aucun élément objectif de nature à justifier une telle initiative. Le pourquoi accepter de prendre... D'autant plus que ce député-là peut prendre cette initiative au même titre que le président. Ce n'est pas la prérogative du président de l'Assemblée nationale, ni du président d'une commission permanente. Tout député peut exprimer le besoin. Et c'est à la plénière, effectivement, de décider s'il y aura une enquête parlementaire ou pas. L'essentiel, et c'est là où je vais terminer, c'est que je n'ai pas cette prétention de juger ou de commenter ou d'apprécier une information ou un discours ou une dénonciation. Moi, je parle en toute responsabilité ce dont je suis sûr. Mais je parle en toute sincérité que je n'ai pas vu de gestion opaque. Maintenant, vous pouvez être d'accord sur la question des véhicules ou ne pas être d'accord sur la question. Mais l'essentiel que, d'accord ou pas, il faut toujours être logique avec vous-même, c'est-à-dire ne pas remettre en question un comportement que vous avez eu de par le passé et qui a eu à vous... Alors, de ce point de vue, envisagez-vous des mesures concrètes pour renforcer l'exemplarité et la transparence au sein de l'Assemblée nationale? Oui, je pense que mesures concrètes ne peuvent pas aller au-delà de ce que je viens de vous dire. Moi, je vous dis que au plan organique, il y a des instances au niveau de l'Assemblée nationale qui militent ou jouent en faveur de la transparence. Je vous ai parlé d'une commission de contrôle et de comptabilité qui veille à ce qu'effectivement l'Assemblée nationale puisse fonctionner normalement. Je vous ai parlé également des audits, des actes forts qui ont été posés par l'actuel président de l'Assemblée nationale. Il a engagé un audit de l'Assemblée nationale, aussi bien financier que du personnel et du matériel qui a été géré au niveau de l'Assemblée nationale. Pour dire quoi? Que les actes sont là, les organes sont là. Donc, on n'a pas besoin de réinventer la roue. L'essentiel est que l'Assemblée nationale puisse fonctionner et que tous les organes qui concourent à ce fonctionnement de l'Assemblée nationale puissent fonctionner de sorte que, effectivement, demain, on aura sur la table de l'Assemblée nationale, sur la table des députés, des rapports qui nous éclairent, qui nous édifient et qui, effectivement, nous donnent des informations fidèles, sincères et complètes par rapport à tout ce qui s'est passé sur... Deux questions avant de finir pour notre invité, Abdoulaye Tall, le président de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. D'abord, face aux attentes croissantes des citoyens en matière de transparence et de justice, que compte faire concrètement la Commission des lois pour jouer un rôle moteur? Oui, je pense que ça va en droite ligne par rapport à notre plan d'action, le plan d'action de la Commission des lois. Je pense que c'est comme si vous avez assisté à la réunion qu'on a tenue avant-hier sur effectivement les actes phares que la Commission des lois doit poser dans les jours qui viennent. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes au Sénégal, notamment au niveau des prisons. On a eu à entendre des conditions de détention inacceptables. Êtes-vous conscient des conditions dans lesquelles vivent justement la population carcérale au Sénégal? J'en suis conscient parce que je suis avocat. J'en suis conscient parce que chaque jour, il y a des... Vous êtes défenseur des droits humains surtout. Oui, des pensionnaires de la maison d'arrêt, des maisons d'arrêt ici au Sénégal, des pensionnaires qui m'appellent pour se plaindre. Il y en a même qui est sorti de prison récemment, qui a eu à dénoncer la façon dont elle a été traitée. C'est une dame. Elle a été traitée, on l'a déshabillée pour exercer des fouilles de routine, je ne sais pas quoi. Je pense que la prison, telle que héritée du colon, ne répond plus aux exigences de modernité ici au Sénégal. La prison telle que héritée et la formation telle que donnée aux agents de la prison, je pense que doit être revue. La preuve, il y a eu beaucoup de personnes qui, au sortir de la prison, ont des traumatismes. Il y a eu des gens qui se plaignent de la façon dont, effectivement, ils ont géré les conditions de détention qui sont déplorables. Je pense que tout ceci ne fait que, effectivement,
nous conforter ou en tout cas nous faciliter sur les vraies questions de l'heure. Sur les vraies questions sur lesquelles nous devons nous pencher pour effectivement apporter des réponses claires pour dire que la prison, ce qu'on vous prive, c'est la liberté et non votre dignité. Les droits, notamment, les droits sont nombreux, maître. Oui. Les droits à la santé également, surtout. Mais bien sûr, c'est-à-dire, nous allons faire une descente au niveau des prisons. Nous allons écrire un rapport. Nous allons informer. Nous allons également demander au ministre de la Justice de nous permettre d'accéder à la détention, au fond de la détention, pour nous permettre de nous enquérir de tout ce qui se passe et de parler avec les pensionnaires des prisons. Nous allons également parler aux organismes. On compte faire une visite au niveau de l'Observatoire national des lieux de privation de liberté. Faire une visite au niveau du ministère de l'Intérieur pour demain nous rendre au niveau des commissariats et des brigades pour voir effectivement les conditions de détention au moment des gardes à vue. Ça aussi, parce qu'il y a eu des cas déplorables qui se sont passés à l'occasion de gardes à vue. Oui, donc des actes forts sont attendus de votre côté. Mais bien sûr, je vous ai dit que ça... Quand je parle d'actes forts, Maître Tall, c'est la dernière question, je veux parler des signaux forts de rupture avec l'impunité et les pratiques opaques qui seraient même au sein de votre institution parlementaire. Non, notre institution, je ne pense pas qu'il y ait pratique opaque. Mais pour ce qui est de l'impunité, nous sommes en train, je pense que le travail a déjà commencé, a déjà démarré. Nous sommes en train effectivement de nous ranger cet exercice de reddition des comptes. Et effectivement, d'anciens dignitaires sont en train de répondre devant la justice pour que les peuples sénégalais sachent ce qui se passe avec nos deniers publics. Pour que effectivement le peuple sénégalais ou même la postérité puisse avoir les informations. Si demain nous ne sommes plus là pour voir comment cette justice a travaillé par rapport vers ceux qui ont eu à gérer nos deniers publics, qui ont eu à statuer sur l'avenir ou la destinée du peuple sénégalais. Les actes forts sont déjà posés. La reddition de comptes est là. L'exercice de transparence est là. La gestion des finances publiques, une bonne gestion des finances publiques est déjà engagée avec le ministère de l'économie et des finances. Je pense que si on était dans la précipitation ou voir vaille que vaille ou coûte que coûte donner des rapports à la va-vite, je pense que ça ne répondrait pas effectivement aux exigences de sincérité et de fiabilité des données qui concernent la gestion des finances publiques. Ce qui est important, Baye Omar, et pour terminer par là, je pense que le rythme est bon pour l'actuel régime. Face à des questions qui inquiètent. Jusqu'ici, il faut convenir avec moi que on a hérité d'un État qui est en lambeaux. On a hérité d'un État où on nous parle de déstructuration. Mais vous êtes à l'épreuve maintenant. C'est fini ça. C'est vous qui êtes là maintenant. Oui, je dis. Oubliez et travaillez pour répondre aux exigences de l'heure et aux préoccupations des Sénégalais. Le temps presse, maître. Le temps presse, c'est vrai. Oui. Le temps presse, c'est vrai. Et les Sénégalais sont fatigués aussi. Les Sénégalais sont fatigués. Oui. Et attendent des actes forts. Et les Sénégalais ont un espoir énorme par rapport à l'actuel régime. Oui. Les Sénégalais ont eu à donner de la plus belle des manières cette confiance renouvelée envers ce régime. Et je vous dis qu'effectivement, conscient de cela, conscient de ce sacerdoce, qu'effectivement l'actuel régime est en train de travailler, de se tuer à la tâche pour effectivement ne pas décevoir demain. Alors, on n'a pas encore fait 2 ans, on n'a même pas encore fait 1 an et demi. Alors, les signaux nous réconfortent. Moi, en ce qui me concerne, le gouvernement travaille et se donne corps et âme pour effectivement que les Sénégalais ne soient pas déçus. Pas plus tard que lors du Conseil ministre dernier, où on a entendu que le Premier ministre a eu à faire un rappel fort à l'ensemble des ministres qui ont pris part à ce Conseil, pour effectivement rappeler à ces ministres que tous leurs collaborateurs doivent se donner la main dans la part, se donner corps et âme pour effectivement les Sénégalais puissent soulager des difficultés que nous avons trouvées ici, que nous confrontons. Mais il faudrait trouver une solution pérenne. Et c'est ça qui est important, Baye Omar Gueye. L'espoir est permis, l'espoir est donné. L'actuel régime est en train de se battre. Et Inch'Allah, vous verrez les résultats dans les toutes prochaines années, dans les tout prochains mois. Vous verrez des résultats. L'essentiel, c'est d'accompagner l'équipe qui est là à continuer le travail, à achever le travail au grand bonheur du peuple sénégalais. En toute transparence, en toute souveraineté, mais également dans la concorde et la paix. Parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir de développement sans la stabilité, sans la concorde et la paix. Et c'est de là que vous êtes attendu des résultats face à des épreuves qui sont des épreuves complexes
dans un monde difficile, un monde qui inquiète. Maître Abdoulaye Tall, merci. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir, une première et certainement pas une dernière pour d'autres préoccupations. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Restez sur la 98.5, cette fois-ci dans le cadre de Dianobi avec El Hadj Malick Ndiaye qui reçoit Mourou Diagne Fada. Rendez-vous dimanche prochain. Merci à l'équipe digitale. Vous êtes sur la 98.5. Vous avez raison, vous y restez. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si ñoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé